Jean-François Bordron, il est professeur émérite de sémiotique de l'Université de Limoges. Il a été directeur du Centre de recherche sémiotique de cette même université. Il a été co-responsable de ces séminaires pendant très longtemps, dont il est, comme vous l'avez compris, un de ses piliers essentiels après toutes ces interventions. Il est spécialiste de sémiotique, de philosophie, travaille beaucoup sur la question de la perception, sur l'image, sur l'iconicité. Et parmi ces ouvrages, je vais en citer quelques-uns, dont Recherche des cartes, recherche sur les contraintes sémiotiques de la pensée discursive, un autre ouvrage intitulé Les discours spéculatifs, approche sémiotique. Et je citerai surtout deux ouvrages très importants de Jean-François, qui sont L'iconicité et ses images, études sémiotiques, et l'ouvrage Images et vérité, essai sur les dimensions iconiques de la connaissance. Aujourd'hui, le titre de son intervention est, comme il me disait, plus de 30 fois, et chaque fois avec des thèmes différents. Aujourd'hui, encore une nouveauté, conscience et sentiment de l'image numérisée, réflexion sur l'un et le multiple. Merci Jean-François Attry, à toi la parole une nouvelle fois. Merci beaucoup. Alors, bon, évidemment, le titre a changé, je ne sais pas pourquoi, mais le titre, c'est Conscience, imagination et robot. Bon. Conscience, imagination et robot. Alors, bon, ce sont évidemment trois choses qui sont intéressantes à lire ensemble. Je vais d'abord dire pourquoi ce titre et pourquoi réfléchir sur ce genre de choses. Alors, comme vous en doutez, je ne vais pas parler des robots d'un point de vue technique en quoi que ce soit. Je vais plutôt commencer par la question de la conscience. Et la question de la conscience se pose non pas parce que je chercherai à savoir si effectivement on peut implémenter dans les robots quelque chose comme une conscience, par exemple, comme c'est en général la problématique des gens qui s'intéressent à ce genre de choses. Je vais plutôt essayer de faire une sorte de parcours de ce qu'on peut dire de la conscience dans une perspective sémiotique d'abord, dans l'ensemble des questions sémiotiques, qui passeront donc par les questions d'énonciation, la question de la sémiose en particulier, que je développerai un peu plus longuement. Toujours dans la perspective de l'action d'une conscience à l'intérieur de ces procédures, de ces figures de la sémiotique. Bien sûr, il va falloir donner une définition de la conscience qui soit, disons, au minimum manipulable, c'est-à-dire qu'il ne soit pas quelque chose comme un vaste espace qui englobe l'esprit en général, la perception, etc. Mais quelque chose qui sera beaucoup plus d'un ordre procédural. J'ai ajouté à ça l'imagination parce que lorsqu'on parle des robots, on l'a beaucoup dit ici, les robots, surtout les robots du type ChatGPT, sont censés, au fond, ne pas pouvoir faire autre chose que de répéter ce qu'ils peuvent trouver sur le web. Autrement dit, ce sont de vastes perroquets, et il me semble qu'il y a quelque chose de plus intéressant si on prend en compte, par exemple, des robots qui sont faits pour découvrir des choses, qui ne sont pas là simplement pour faire une action qui répéterait d'une certaine façon ce qu'on peut attendre d'un robot humanoïde, mais des robots inventifs, des robots qui chercheraient à imaginer des choses, à en découvrir. Et bon, je prendrai l'exemple des robots qu'on envoie dans l'espace, qui font des images, et grâce à ces images, ils découvrent des choses qu'on ne connaissait pas, qui
qui passent par un ensemble d'images d'un statut assez particulier, assez intéressant, qui sont des nouvelles images, disons, que l'on ne peut pas comprendre comme la sommation d'images ayant déjà existé, ou comme étant inscrites dans des conventions iconiques ordinaires, mais qui peuvent, à certains égards, être surprenantes, même du point de vue, notamment du point de vue de ce qu'elles sont censées montrer, mais aussi de la façon dont elles le font. Alors, les conceptions les plus courantes de la conscience présupposent que la conscience est d'abord intentionnelle, qu'elle possède un certain champ, c'est l'expression de Gurvitch en particulier, un champ de conscience dans lequel se situe ce qui lui est accessible. Ainsi comprise, la conscience semble dépendre d'un sujet qui serait sa condition de possibilité. Et donc, on répète régulièrement la formule de Kant, hein, le je pense accompagne toute représentation, sans laquelle il ne pourrait y avoir de représentation consciente. Alors, dans cette liste des réflexions que l'on peut faire sur la conscience, Sartre a une position particulièrement intéressante et que je vais d'abord essayer d'exposer. Sartre a objecté que si la conscience était intentionnelle, l'existence d'un sujet était totalement inutile. Le sujet est transcendant à la conscience et non inhérent en elle. Le sujet, en ce sens, est objet de la conscience, qui ne contient pas, mais il intentionne comme n'importe quel objet. Je cite brièvement, donc ça c'est tiré du livre, un des premiers livres de Sartre qui s'appelle La transcendance de l'ego. Donc l'ego est hors de la conscience, transcendant. Donc, oui, la conception phénoménologique de la conscience, je cite, rend le rôle unifiant et individualisant du jeu totalement inutile. C'est la conscience, au contraire, qui rend possible l'unité et la personnalité de mon jeu. Le jeu transcendantal n'a donc pas de raison d'être. Ou encore, je cite toujours le même texte un peu plus loin, il est certain que la phénoménologie n'a pas besoin de recourir à ce jeu unificateur et individualisant. En effet, la conscience se définit par l'intentionnalité. Par l'intentionnalité, elle elle-même, et là une phrase de style typiquement sartrien, elle s'unifie en s'échappant. Sartre peut dire donc que la conscience s'arrache à elle-même pour se porter vers ces objets. Parmi ces objets, évidemment, le soi ou le jeu sont disponibles. Il est important pour notre sujet, c'est-à-dire pour la question des robots, que la conscience soit d'abord irréfléchie. Puisque souvent, quand on pense à la conscience, on pense à la réflexivité. C'est même peut-être la première idée qui vient. Je cite encore, sans doute on peut concevoir qu'une conscience apparaisse immédiatement comme réfléchie dans certains cas, mais même alors, l'irréfléchi a la priorité ontologique sur le réfléchi, parce qu'il n'a nullement besoin d'être réfléchi pour exister, et que la réflexion suppose l'intervention d'une conscience de second degré. Donc, conscience sur quelque chose qui est déjà un acte de la conscience. En conclusion, Sartre nous dit, nous pouvons donc formuler notre thèse. La conscience transcendantale est une spontanéité impersonnelle. Elle se détermine à l'existence à chaque instant, sans qu'on ne puisse rien concevoir avant elle. Donc, sorte d'immédiateté non réfléchie et sans sujet en quelque sorte, ou en tout cas un sujet impersonnel. Cette formulation semble
exclure que la conscience soit une sorte de contenant dans lequel certaines pensées viendraient à se situer. La conscience est un acte de visée et non un contenant, ni même un élément constituant de la pensée, mais seulement une dynamique assez générale dont le jeu peut sans doute être un objet transcendant, donc en dehors, sur le mode réflexique, mais pas un sujet. Partons de cette conception sartrienne dans laquelle la conscience est au fond une dynamique anonyme. Si la conscience est conscience de quelque chose, c'est qu'elle établit un partage entre un acte de visée, l'intentionnalité, et un objet visé. Comment comprendre ce partage? D'où vient la division instaurée nécessairement par l'intentionnalité et quelle est sa fonction? David Chalmers, dans son livre L'esprit conscient, pose lui aussi la question de la conscience des robots. Il s'exprime ainsi. Une machine pourrait-elle être consciente? Un ordinateur correctement programmé pourrait-il vraiment posséder un esprit? La question ainsi posée me paraît tout à fait trompeuse. Elle semble confondre la conscience et l'esprit. L'esprit peut être conscient sans que la conscience se confonde avec lui. Si l'on demande si les ordinateurs ont une vie intérieure ou une compréhension véritable, il me semble que l'on confond deux problèmes, celui de la conscience et celui sémantique de l'esprit. Johnson a montré dans son expérience célèbre, dite de la chambre chinoise, qu'un calcul réglé mais sans sémantique ne pouvait avoir aucun sens. Chalmers, pour sa part, essaie de montrer qu'implémenter un calcul dans une machine n'est pas essentiellement différent de l'implémenter dans un cerveau. Il en conclut que, que la machine peut être consciente, de même qu'un poisson rouge, dit-il. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que cela n'a au fond rien à voir avec quelque implémentation que ce soit. Un esprit peut fonctionner sans conscience et une conscience ne pas résulter d'un esprit. Cette division entre esprit et conscience me semble absolument nécessaire, cette séparation donc, pour porter une interrogation sur la conscience des robots. On pourrait dire que la conscience n'a pas un champ de conscience devant elle, mais qu'elle est plutôt précisément ce champ qui partage le monde de l'expérience entre un dehors visé, un dedans, un objet et éventuellement une action. Le sujet est donc transcendant à la conscience. Celle-ci, selon Sartre, peut être non réfléchie ou réfléchie, positionnelle ou non positionnelle, etc. Quoi qu'il en soit, être conscient voulait dire ne pas confondre la conscience et l'objet visé, ou encore ne pas confondre l'objet et le jeu lui-même, objet de la conscience. La pensée consciente serait donc l'acte de distinguer, l'acte de séparer. Enfin, je dis la conscience, mais la pensée consciente, mais il faut dire la conscience tout simplement. Ce pouvoir de séparation vaut aussi pour ce qui est seulement interne. Une souffrance, par exemple, est distincte de celui qui souffre, parce qu'il est conscient de souffrir. Si la distinction est impossible, si la souffrance est trop grande, alors le jeu devient souffrance. La souffrance et moi deviennent indistinguables, fusionnés. On perd conscience. Il fait même que la suppression de la distance entre le sujet et la souffrance. Il nous faut donc distinguer l'esprit, la conscience et la sémantique. Cette dernière pouvant s'ouvrir jusqu'à un vaste domaine, comme l'écologie par exemple. Nous reviendrons plus loin sur une image possible de la conscience telle que nous venons de l'aborder. Alors, je commence un petit peu à parcourir les questions qui sont liées, qui relient la conscience et son pouvoir séparateur, à des questions simplement sémiotiques pour nous exercer à effectivement comprendre la conscience sur ce mode. On peut par exemple comprendre le débrayage comme ce qui établit une séparation
entre un sujet et un objet, et l'embrayage, un rapprochement, une connexion. Excusez-moi. L'embrayage désigne l'effet de retour à l'énonciation produit par la suspension, justement, de l'opposition entre certains termes des catégories de la personne, de l'espace et du temps, ainsi que la dénégation de l'instance de l'énoncé. Ce va-et-vient entre l'instance énonçante et l'énoncé ne peut se concevoir que si l'acte de conscience, l'intentionnalité, vers la séparation, la différence entre les deux instances de l'énoncé et de l'énonciation. Ainsi, la douleur peut être mise à distance, devenir objet visé ou, par embrayage, tendre à devenir un sujet tyrannique, obsédant, et finalement fusionner avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le problème de la conscience, c'est celui de l'origine de ce partage. C'est une conception finalement assez mécaniste de penser que la conscience serait simplement réflexive. En réalité, la séparation, par exemple, entre l'énoncé et l'énonciation, est comme une vitre plus ou moins diaphane, plus ou moins claire ou plus ou moins opaque. Le champ de conscience est cette vitre, et la conscience est ce champ. La réflexivité consiste à voir la vitre plus ou moins clairement. On pourrait donc dire qu'il y a une séparation entre un sujet et un objet. La séparation est plus ou moins opaque, diaphane ou encore réfléchissante, en miroir. La conscience est une question d'optique en ce sens. Et donc l'image, comme cela est clair depuis les premières réflexions sur l'iconicité. On pourrait dire que la conscience est une dynamique globale, anonyme, qui établit une différence, mais aussi une dissymétrie. On peut penser donc à une sorte de morphodynamique. Cette rupture de symétrie explique pourquoi il peut y avoir deux directions d'ajustement, selon l'expression assez juste de John Searle. Il peut y avoir un ajustement vers l'objet, c'est le cas de la promesse, mais aussi il peut y avoir un ajustement vers le sujet, c'est le cas de la description. Je prends un exemple qui est donné par Searle, ou à peu près, enfin je l'interprète. Si je fais une liste, par exemple, qui est une certaine forme de promesse, puisque je dois, par exemple, aller acheter ce qu'il y a sur la liste. Et donc, il faut que la promesse soit satisfaite par l'action d'acheter. Mais la liste de celui qui regarde ce que j'ai acheté, qui regarde donc ce que j'ai effectivement réalisé par rapport à la liste elle-même, il se pose la question, les achats sont-ils conformes à la liste ? Et dans ce cas, il serait absurde de dire que c'est la liste qui est éventuellement fautive. Cette double direction d'ajustement suppose une conscience de la différence entre ces deux directions. Cette double direction a une très grande importance, par exemple, dans les modalités du vouloir. Ainsi, je peux me demander, est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire ? Et aussi, ce que j'ai fait, est-ce bien ce que je voulais faire ? On peut dire que dans ce cas-là, dans le cas de ces deux questions qui sont opposées, qui ne sont pas du tout la même, une double interrogation, on pourrait dire que l'intentionnalité ici joue dans les deux sens. Elle agit vers l'acte et vers la volonté, simultanément. La question de la conscience du robot pourrait être posée ainsi. Le robot dispose-t-il de deux directions d'ajustement ? On peut poser la question aussi pour le poisson rouge, par exemple. Dans la mesure où ils peuvent avoir une action sur le monde, mais aussi percevoir quelque chose du monde et s'y conformer, on peut dire que le couple action-perception est un double ajustement. Mais contrairement au poisson rouge, le robot ne fait que transférer une conscience, et on pourrait dire
dans un vocabulaire plus platonicien, on pourrait dire que le robot participe de la conscience de son concepteur ou de son manipulateur. La conscience, dans ce cas, je pense que cette image est à peu près valide, du moins par rapport à ce que je veux dire. La conscience agit comme une onde qui se transmet à tout ce qu'il conçoit et construit. Il n'y a donc pas de raison pour que le robot puisse en même temps se déplacer, par exemple, dans une pièce sans heurter les meubles, qui est une forme d'ajustement, et en même temps répondre à une sollicitation, par exemple, une question ou un ordre, qui est un autre ajustement. On pourrait dire que chaque être vivant est la source d'une onde de conscience, plus ou moins forte sans doute, mais bien réelle. Cette onde, de par sa morphologie, détermine toujours un avant et un après, un intérieur, un extérieur, un haut, un bas, un énoncé et son énonciation. Le débrayage s'origine donc à la source émettrice de l'onde, l'embrayage, le retour à sa source. Ici encore, la question de l'ajustement se pose. Une main artificielle, par exemple, saisit un objet, on éprouve la forme et le poids par transmission de la conscience de son porteur. Si le robot peut être compris comme une prothèse, dans le cas de l'image, par exemple, le robot qui est l'équivalent d'un pinceau, au fond, est de même façon intentionnelle, mais le numérique, mais contrairement au numérique, qui travaille sur du déjà peint en quelque sorte, il est possible que le robot crée des images, comme je vais montrer. Alors, la conscience n'est pas engendrée, mais elle participe de celle de ses concepteurs, ou encore en procède. La procession n'est pas une création, on n'a pas implémenté une conscience dans le robot, mais seulement éventuellement un esprit, si on admet par esprit quelque chose comme une syntaxe. La conscience du robot est en ce sens un simulacre. On comprend aisément que l'on puisse implémenter un esprit dans un robot si l'on considère l'esprit dans sa seule dimension logique. Mais la question sémantique qui ne peut se résoudre sans considération pragmatique, par exemple le milieu, etc. Du point de vue de l'énonciation, le robot est un peu comme la parole qui procède de la langue. La langue ne produit pas la parole, mais elle en procède. Mais celle-ci en procède. Dans un autre contexte philosophique, mais qui, au fond, aboutit à un raisonnement qui est à peu près le même, personne n'a également souligné l'importance de la conscience du point de vue du discernement pratique, et donc de la sélection lors de la perception, comme nous verrons plus loin, en considérant les sémioses perceptives. Personne se demande pour quelle raison il faut qu'il y ait perception. Pourquoi une perception est-elle nécessaire? Alors que l'on pourrait parfaitement imaginer une action causale de la matière sur les corps, sans que ceci, pour agir ou pour réagir, n'ait besoin d'éprouver quoi que ce soit. Pour Bergson, la perception se caractérise d'abord par l'indétermination qu'elle introduit dans l'ordre de la causalité. Je cite, « Remarquons d'abord qu'une loi rigoureuse relie l'étendue de la perception consciente à l'intensité d'action dont l'être vivant dispose. Si notre hypothèse est fondée, cette perception apparaît au moment précis où un ébranlement reçu par la matière ne se prolonge pas en réaction nécessaire. » Ce qui est extrêmement bien vu. Maintenant, toutes ces perceptions d'un corps par nos divers sens vont-elles, en se réunissant, donner l'image complète de ce corps? Non, sans doute, puisqu'elles ont été cueillies dans l'ensemble. Percevoir toutes les influences de tous les points, de tous les corps, serait descendre à l'état d'objet matériel. Percevoir consciemment signifie choisir. Et la conscience consiste avant tout
dans ce discernement pratique. Alors, on voit que même si ce n'est pas tout à fait la même idée, celle-ci résonne assez bien avec ce que dit Sartre, si je fais abstraction du caractère anonyme. Alors, on peut maintenant, pour insister sur ce point qui est celui de la sélection que l'on peut attribuer à la conscience dans un champ pratique. Et ça voudra dire aussi dans un champ iconique. Ce qui s'oppose au fond à la conception unifiante de la conscience telle que la phénoménologie la pose de façon assez marquée, bien que on puisse trouver chez Husserl des thèses qui paraissent un peu différentes les unes des autres. Mais je cite quand même ce passage qui est tiré d'Expérience et Jugement. Ainsi, les synthèses, il s'agit de synthèses les plus générales des contenus, des données sensibles, s'enlevant sur un champ, qui sont en chaque cas unifiés dans le présent vivant d'une conscience. Se font donc selon la parenté et l'étrangeté. Donc la parenté et l'étrangeté, ou l'étrangeté, mais les synthèses unifiantes sont au fond en contrariété avec ce qu'a voulu dire Sartre, justement. Je dirais donc, pour une première pause, si l'on veut, césure, la conscience possède donc une morphologie que je trouve utile de la comparer à une onde, une vague. C'est une vague. Et comme toute vague, elle opère des séparations. On peut même dire que, d'une certaine façon, la conscience a des harmoniques. C'est-à-dire qu'elle se divise. Elle n'est jamais cette vague unitaire que l'on pourrait supposer. Non seulement elle est impersonnelle, mais elle n'a pas, disons, une morphologie forcément très stable. Elle est donc mobile. On peut dire en ce sens, si on suit Sartre, si on suit Bergson, que ce principe de différenciation que j'attribue à la conscience comme essentiel, c'est un peu une fonction de cartographier au fond. Et on verra que, par exemple, les robots qui se promènent dans l'espace, bien sûr, ils cartographient, mais ça serait trop simple, puisque ils cartographient, mais en opérant des sélections extrêmement compliquées, mais qui sont bel et bien des sélections et qui en outre demandent un certain nombre d'autres différences, d'autres transformations qui sont opératives. Et donc, dans ces cas-là, on peut dire que rien, en quelque sorte, n'est donné, ni les signifiants, ni les signifiés. Chacun éprouve une élaboration particulière. Autrement dit, ce qui nous intéresse dans ces robots, c'est qu'ils aient des actes en un sens créateur. En tout cas, des actes qui ne relèvent pas, en quelque sorte,
de la simple mise en fonctionnement de ce qui serait une langue déjà écrite dans leur logiciel. Alors, maintenant, je viens donc d'essayer de montrer que la conscience joue son rôle dans le problème de la distinction que l'on peut éprouver entre ce que l'on dit et le fait qu'on le dise. C'est-à-dire cette séparation étrange, au fond, hein, qui est tout à fait aussi sensible dans la conception de Bergson. Maintenant, si j'imagine donc un robot, mais je vais d'abord imaginer plus simplement quelqu'un qui est qui est au fond devant un paysage, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant une perception au fond, mais cette perception est forcément est toujours quelque chose d'un peu énigmatique, d'un peu vague. C'est toujours quelque chose d'un peu inexpliqué, qui peuvent pour des raisons diverses paraître, sinon disparaître ou encore être dénués de sens, etc. Si je m'imagine devant un paysage, évidemment, le sens ne peut pas se donner lui-même. Ce n'est pas un fait que je pourrais constater. Il faut donc essayer de comprendre comment quelque chose dans un paysage ou dans n'importe quelle autre forme de perception un peu, disons, panoramique, un rapport avec le monde, disons, en général. Alors, ça pose forcément la question d'une première genèse, de qu'est-ce qui peut se passer. J'avais imaginé une fois, je pense que j'avais déjà un peu parlé de ça, j'avais imaginé, supposons un peintre, supposons un musicien, en train de regarder un paysage, un peintre par exemple. Ce peintre cherche quoi? Il va forcément chercher à faire qu'une certaine accommodation se produise. Pas seulement le paysage d'une façon selon le procès d'une synthèse, comme dit Husserl, mais plutôt chercher à en différencier quelques éléments, en extraire, en découper, en cartographier, etc. C'est ici que, au fond, l'imagination joue son rôle. L'imagination en tant qu'elle est constituante, pas seulement en tant qu'elle viendrait reproduire. Alors, que va-t-il se passer? Bien, d'abord, on va avoir évidemment tout un tas d'esquisses d'expression. C'est-à-dire que l'hypothèse que je fais c'est que ce que ma perception, ou ce que la perception du peintre va essayer de faire, c'est de trouver quelque chose qui, pour lui, dans ce paysage, donc en interaction avec lui, va construire en quelque sorte un plan d'expression, un signifiant. Il a besoin d'un signifiant pour que un sens lui apparaisse, une idée lui apparaisse. S'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'idée. Il faut donc qu'il y ait une sorte de genèse qui se produise dans la perception entre ce qui est simplement là, ou ce qui pourrait être tout simplement là, et qui s'offre comme une esquisse d'idée. Une esquisse d'idée, c'est quoi? C'est déjà une forme de théorisation.
la perception théorise d'une certaine façon, elle ne fait que ça, c'est-à-dire elle cherche à comprendre, et pour comprendre, il faut qu'elle se donne des structures qui vont porter un sens. Alors, bien sûr, si j'imagine par exemple Cézanne qui complante la montagne Sainte-Victoire, par exemple, ou Messiaen qui écoute des oiseaux, peut penser que ce qu'ils font au fond, ce n'est qu'une chose, c'est qu'ils recherchent une idée, comme tout le monde, hein, dont l'évidence ne peut venir que de l'expérience. On peut donc imaginer cette idée comme longuement élaborée, une longue méditation, ou encore une brusque révélation. Mais ce qui est essentiel pour mon propos, c'est qu'il y a en quelque sorte un schéma de constitution qui peut seul expliquer l'émergence du sens. Alors, évidemment, comme j'ai l'habitude de me focaliser un peu sur la perception pour expliquer la question du sens et sur la question de l'expression pour justifier la réalité des idées. On peut bien sûr m'opposer que, au fond, ce Cézanne, par exemple, s'inscrit dans d'autres choses, qu'il n'est pas simplement une perception. On peut dire, par exemple, qu'il est inscrit dans une histoire. On peut dire aussi que il habite, il vit dans une certaine écologie culturelle, par exemple, qui, d'une certaine façon, pourrait expliquer sa peinture. Donc, toute la dimension pragmatique, si l'on veut, que l'on fait valoir dans l'analyse des œuvres. Et ce n'est pas une erreur de faire valoir la dimension pragmatique dans l'analyse des œuvres, mais ça conduit quand même souvent à ignorer que, au fond, peindre, c'est d'abord voir, et que c'est quand même bien la question de ce qui s'élabore dans la vision qui est l'objet, qui est la raison d'être. Et ça vaut pour tous les arts. Ça vaut pour la musique, évidemment. Donc, cette conception qui fait émerger l'idée à partir de la construction sensible d'un signifiant peut être comprise comme un peu essentialiste, disons, puisque je vais me référer à ce qui est au fond l'essence de la peinture. Mais je crois que je n'ai pas tort sur ce point. Dans une autre expérience, qui ne serait pas celle de la recherche d'un sens, mais qui serait en quelque sorte l'expérience converse, ça serait que maintenant, supposons que ces artistes aient déjà une idée, eh bien, l'idée peut les mener, par exemple, eh bien, à faire une œuvre. Même si, pour cette œuvre, il faudra une autre idée que celle dont je viens parler. Elles ne sont pas nécessairement logiquement liées. Mais il va falloir maintenant construire sur la toile, dans l'ordre pratique, donc non plus simplement une théorisation ou non plus une constitution, mais plus simple, une schématisation de quelque chose, schématisation d'un certain nombre d'idées. Donc on a maintenant ce qu'on peut appeler le passage d'une idée à son expression. Et évidemment, le chemin inverse de celui qui mène de l'expression à l'idée.
vais pas développer ici les procédures qui peuvent correspondre à ce que je viens d'appeler la notion de chaîne. C'est développé en partie dans un article que nous avons écrit avec Maria Julia, qui renvoie. Alors, bon, je vois que je vais quand même aller un peu plus vite. Entre ces deux espaces, il y a ce qu'on pourrait appeler une dialectique. Pourquoi? Parce que les deux chemins que je viens de dire sont au fond opposés. Et comme toujours, lorsqu'il y a deux chemins opposés, eh bien, leur lien est forcément, ils s'enlacent sans cesse, et leur lien est dialectique. La perception est toujours donc une création sur un certain aspect, et la création ne peut se passer de perception. La théorisation s'accompagne toujours d'une création, et la création ne peut se faire sans théorie. Ce qu'on peut donc appeler la pratique lie ensemble ces deux voies, et il en va ainsi en général de toute pratique. C'est le chemin. La pratique se déploie comme une dialectique, conformément donc au jeu des contraires que ce terme a depuis toujours eu pour fonction de désigner. Alors, on peut comprendre et résumer ces trois opérations donc, par ces termes constitués, schématisés, dialectisés. Et la contemplation constitue et théorise, la création schématise et la pratique dialectise. C'est au fond tout simplement ce que Aristote avait déjà repéré comme l'articulation de la théorie, théoria, poiesis et praxis. C'est au fond la même chose, c'est-à-dire que toute production de sens est à la fois une théorisation, une poétique et une pratique dialectique. Il suffit, pour le comprendre, il suffit de penser que précisément notre conscience flotte toujours entre ces trois pôles. Hein. On est toujours dans le basculement qui fait passer de l'un à l'autre. Alors, est-ce que j'ai encore du temps, un petit peu? Oui. Hein? Des minutes. Non, ça. Oui, un quart. Non. Puis tiens, on peut montrer le premier schéma. Voilà, c'est tout simple. Alors, si nous admettons maintenant que les robots ont une conscience au sens que je viens de dire, c'est-à-dire dans ce jeu compliqué où il s'agit au fond de différencier le monde du sens, de le dialectiser, mais toujours en opérant des séparations et éventuellement bien sûr des regroupements, puisque c'est le jeu dialectique qui le fait. Cette fonction de la conscience, on peut, donc encore une fois, j'insiste sur le fait que elle est inhérente à la sémiose et à tous ses aspects. Ce qui ne veut pas dire que nous avons une conscience du sens, par exemple, que nous avons nécessairement une conscience de ce que nous sommes en train de dire. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que notre conscience est opérative à l'intérieur, ce que nous faisons, nous disons, nous pensons, etc.
voit donc que rien n'empêche, au fond, de concevoir que les robots possèdent en ce sens une conscience. Et je crois que le cas des images est un bon exemple pour décrire les variations intentionnelles qui sont effectuées par les robots et qui doivent pouvoir se lire dans ces images. Alors, je prends deux exemples opposés. Je prends les images d'entités nanométriques et, à l'opposé, celles des paysages cosmiques. Les deux ayant pour caractéristique de montrer des choses invisibles. Et c'est en ce sens que le fait de rendre visible de l'invisible peut se comprendre déjà comme un acte de sélection à l'intérieur de quelque chose qui est propre à l'univers des robots. C'est donc cet aspect des créateurs des robots. Pardon ? Oui, je te dirai tout. Alors, ces images donc montrent des choses invisibles en un double sens. D'abord, les objets ne peuvent pas être vus donc au sens humain du terme. Et d'une façon plus générale, les images sont en général, au moins pour ce qui est des images du ciel, elles sont prises dans des longueurs d'onde qui elles-mêmes sont invisibles, c'est-à-dire qu'il y a une double invisibilité. Ce qui implique que une sélection, bien sûr, les robots regardent donc dans l'infrarouge, et de même que d'ailleurs c'est la vision électronique qui nous montre les choses de taille nanométrique n'est pas optique. Alors, ce qui se passe donc entre les images infrarouges prises par des robots et les images qu'on ne verrait pas, donc si elles restaient dans cet ordre-là, elles sont traduites. Il y a donc une traduction. Et les images que l'on voit, eh bien, sont en réalité des traductions d'images faites par les robots. Des traductions en langage humain à partir du langage robot. Ce qui, somme toute, est assez intéressant du point de vue de ce qu'opèrent réellement ces robots, puisque on peut pas, dans ces conditions, les comparer à quelque chose qui serait simplement inerte. Alors, on va remarquer d'abord quelques traits particuliers. Et il y a un problème dans ces images qui est... Oui. Non, tu regardes Non, mais moi, je n'ai rien fait. Bouge toute seule. Elle bouge toute seule. Ah ben oui, c'est vivant, c'est vivant. Nous sommes encore là. Hein? Oui, mais non, mais je voudrais aller le fond diffus de l'univers. C'est la première. Après les... Après? Vas-y, la deuxième partie, continue. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça, c'est pas moi. Il est en train d'être hacké par des hackers russes, les gars. C'est le robot. Nous, on ne voit plus rien. Hein. Oui. Oui, oui, on sait, on va essayer de résoudre la chose. La présentation est un peu lourde, c'est pour ça qu'il faut attendre quelques minutes.
Tout à l'heure aussi, donc ce n'est rien de très. C'est comme ça. Bon, je continue, et puis, mais on ne pourra pas montrer toutes les images. Voilà, on le On voit. ne pourra pas montrer. Ça y est, ça y est. Alors, il faut aller où? La deuxième partie, il y a des mêmes images du ciel. Quand on ne nous a rien dit, c'est ça. Du ciel, voilà, c'est que ça stoppe. Ça va. Alors, la première question que l'on peut se poser du point de vue de l'analyse de l'image, c'est celle du rapport entre le fond et l'arrière-plan. Il y a une thèse de Riegel qui est extrêmement importante sur cette question du rapport du fond et de l'arrière-plan, du premier plan et de l'arrière-plan. Il a remarqué que dans l'art égyptien, le fond et la forme ont tendance à se trouver sur le même plan. L'image tend à devenir plate et elle est en quelque sorte sans perspective. Chose très, très intéressante, il dit que même les pyramides semblent tendre à s'inscrire sur un plan parce que il pense que les pyramides sont au fond une sorte de révolte contre l'idée de cube. Et donc, effectivement, on peut voir une pyramide comme ça, comme un plan. Bon, c'est une idée qui a été reprise aussi d'une façon assez importante par Maldinet. Alors, bon, si on regarde l'image que vous avez là, on voit bien que on a quelque chose d'égyptien dans ces images, si vous me l'accordez, bien sûr. C'est-à-dire, elles sont plates au sens que on n'a pas une perspective, et on n'a pas une perspective qui nous donnerait un point de vue particulier d'où il faudrait voir l'image. Donc, en quelque sorte, l'image efface un peu le spectateur. Autrement dit, l'absence d'arrière-plan donne du lointain, non pas une certaine proximité, comme le ferait une perspective, mais justement une absence de lointain. Ce sont des images d'un lointain absent, parce qu'impossible à atteindre, à voir. Le lointain, donc, est au-delà de ce qui est imageable. On pourrait dire que contrairement aux images auratiques telles que Benjamin les a décrites, qui sont définies par la présence d'un lointain, mais c'est un lointain en quelque sorte proche. Et ici, c'est au contraire un lointain absent, qui ne peut en aucun cas être plan. Alors, être proche, pardon. Ce qui est curieux dans ces images, c'est que, bon, dans celle-là en particulier, mais dans d'autres, on verra aussi si on a le temps, on n'a pas le temps. En tout cas, ce qui est curieux dans ces images, c'est que, d'abord, factuellement, en quelque sorte, ces images ont quelque chose de factualiste, c'est-à-dire, il nous dit, bah voilà, c'est ainsi. C'est ainsi, et ce qu'il y a au-delà, puisque forcément, si on regarde ces images, c'est pour savoir ce qu'il y a au-delà.
Ce qu'il y a au-delà, ben, on ne sait pas. C'est-à-dire que les images sont données comme le dernier moment où il y a encore des galaxies, c'est-à-dire après, il n'y a plus de galaxies. Donc, on s'approche du fameux Big Bang. Et donc, ici, on a tout à fait ce qu'on pourrait toujours dans le vocabulaire de Sartre appeler une constante positionnelle, c'est-à-dire ce que nous dit le robot, ben, il nous dit voilà, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça, voilà ce que je vois. C'est donc c'est le fond, et c'est un fond qui n'a pas de fond, c'est le fameux fond sans fond. Alors, on voit bien qu'ici, la conscience du robot n'est rien d'autre que sa position, que ce qu'il pose, pardon. Et on voit que c'est d'autant plus anonyme que il n'y a pas nécessairement un spectateur de l'image. Et que, au fond, les couleurs choisies sont très largement arbitraires. Une autre chose, peut-être que j'aurais voulu ne pas trop sauter, qui n'est d'ailleurs pas de moi, c'est une citation. Oui, c'est sur les images nanométriques. Si on regarde certaines images dans l'autre, Je ne peux pas me dire quand c'est la bonne. pardon? Regardez et me dire quand est-ce que c'est la bonne. Avant, ça c'est l'univers, c'est une galaxie. Celle d'avant. C'est d'avant. Oui, ça par exemple, si tu veux. Oui, l'autre avant. Voilà, ça c'est celle-là, elle est bien pour le. Alors, il y a la question, c'est autre question. Je prends là un texte d'Emmanuel Pelard que je ne connais pas, mais sûrement vous la connaissez si ça se trouve, qui a écrit un texte touché dans l'intouchable et qui s'intitule La pticité de l'image dans le nano-art. Je ne parlerai pas du nano-art, contrairement parce que ce qui est intéressant, c'est le nano tout court. Le fait de faire de la peinture sur sur les images nanométriques n'ajoute pas grand-chose finalement. Enfin, ce qu'elle nous dit, c'est que le nano-art a tendance à brouiller la différence entre haptique et optique. Et en effet, on voit bien que tout un tas d'images, on a tendance à tendre la main, on a envie de toucher ce qui est donné dans l'infiniment petit. On a envie de toucher et en revanche, on n'a pas envie de toucher du tout ce qui est à l'infini. Alors, on voit bien que c'est intéressant du point de vue de la structure de la conception de l'image, parce que plus on va vers ce qui est petit, plus semble-t-il, on va vers le tactile, au fond, vers ce qu'on pourrait rapporter à notre corps, alors que les images très lointaines sont plutôt radicalement, on peut dire, optiques. Bon, je saute parce que sinon, je vais dépasser trop et qu'il faut que je fais brièvement une conclusion. Alors, dans ces expériences, ces robots sont créateurs, explorateurs. Cela change-t-il le statut des robots? On attend d'eux de voir ce que l'on ne pourrait voir sans eux. Leur image montre l'invisible tout en préservant le fond obscur, c'est-à-dire l'invisibilité radicale. On peut comprendre ce geste comme celui d'une simple prothèse qui autorise ce que l'on pourrait faire sans elle. Et il y a plus. Car dans le cas de ces images, il y a un désir qui est provoqué, un désir de voir encore plus loin que l'image elle-même.
C'est-à-dire que les images nanométriques, on se demande qu'est-ce qu'il y a après. Et c'est un problème que j'avais prévu de parler, mais je l'ai un peu sauté. Mais les images nanométriques posent nécessairement la question de la matière. De même que, est-ce que la matière existe? Elle est où? Elle est où? Puisqu'on peut toujours aller un peu plus loin et on a toujours des formes qui exigent une matière, mais elles exigent logiquement une matière, mais cette matière n'apparaît jamais. Il y a les néoplatoniciens disaient que la matière fuit, elle s'en va. On ne l'atteint jamais. Dès qu'on veut la toucher, elle part. Elle s'en va. Effectivement, ça donne un peu cette image d'une fuite. Il y a quelque chose derrière, mais on ne peut pas l'attraper. Dans les images, donc ce qui est intéressant du point de vue des robots, c'est qu'ils suggèrent toujours l'existence d'autre chose qu'eux-mêmes. Ils ne se contentent pas de répondre à une question en produisant un sens. Ils disent aussi l'idée d'un autre signifiant à montrer, celui de ce qui est encore invisible. En ce sens, ils sont bien l'équivalent, si vous voulez accepter, d'une conscience anonyme, qui se déploie à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, avec à chaque fois ces questions. C'est-à-dire, c'est jamais clos. Ce sont des images entièrement ouvertes à l'interrogation et donc au désir que l'on peut avoir d'atteindre la matière, par exemple, d'atteindre le fond du fond. Voilà, je vous remercie. Bon, je ne peux pas trop. Merci Jean-François. Fascinant, parfois. Plein d'idées, de questions compliquées aussi pour moi. Et en fait, je voudrais juste poser une question sur la fin de ton intervention et qui pour moi faisait référence à quelque chose que tu as dit avant, avec cette idée que tu dis qu'au fond, le robot montre quelque chose en disant qu'il y a encore une autre chose, il signale une autre chose à venir. Et au début, à un moment donné, il ne parlait pas de ça, mais j'avais l'impression que la manière dont il pensait la production d'images ou de textes par l'intelligence artificielle fonctionne comme une sorte de traduction permanente d'un texte à un autre texte. Là, tu dirais presque comme tu dis qu'au fond, il serait une sorte de sémiosis illimité. Illimité. Toujours, il y a toujours autre chose qui s'annonce. Et donc, la question que je me pose, qu'est-ce que ça veut dire ça d'un point de vue sémiotique? C'est-à-dire, ces sortes de passages d'une expression à une autre expression constamment, comme c'était juste une sorte de processus purement analogique sans arrêt. Et donc, je me demande au fond, parce que la question est-ce que dans le monde de l'intelligence artificielle, à un moment donné, tu as parlé langue, parole, est-ce qu'il y a une langue? Il n'y a pas tout simplement une sorte de stock de paroles, donc on passe de l'un à l'autre sans arrêt. Voilà. Bon, disons les deux points de intervention, c'est d'abord d'essayer de comprendre la conscience d'une façon, disons, non idéalisée par toutes les questions qui concernent l'intériorité, etc. Et donc, la conscience comme quelque chose qui nous aide à cartographier notre monde et le mode de notre expérience. Et je trouve que dans les images des robots, malheureusement, on n'en a pas vu beaucoup, mais dans les images produites des robots, c'est déjà une cartographie au sens même technique du terme. Mais surtout, elle ne s'arrête
elle ne s'arrête pas sur ce qu'elle montre. Alors, ça tient aussi, bien sûr, à leur objet, qui est en soi fascinant, mais malgré tout, je pense que toutes les procédures de construction, etc., qui sont mises en acte par ces robots, je pense que ça a quelque chose qui ressemble à ce que, au fond, lorsque nous faisons, lorsque nous cherchons au fond, à nous dire, ce signifiant, qu'est-ce qu'il veut dire, cette idée, comment pourrait-on la dire, etc. Quand on hésite à l'intérieur de la sémiose, dans une dialectique relativement instable, puisqu'au fond, comment dire et qu'est-ce qu'on a dit, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire et comment dire cette instabilité fondamentale, c'est dialectique donc. Je pense que d'une certaine façon, on peut dire que ça agite en quelque sorte aussi les robots. Enfin, ils sont dans ce. Alors, bon, bien sûr, on peut dire que ce que je viens de dire, c'est spéculatif, et on peut dire qu'au fond. Mais je pense que pour autant, c'est pas totalement fou. De penser que la conscience est une sorte quelque chose qui se déploie comme ça et qui peut aussi bien agiter ma main que agiter ma prothèse éventuellement et agiter le robot. Donc c'est une force et c'est pas une intériorité, c'est une force qui nous déploie. Je pense qu'on comprend mieux qu'il n'est pas absurde de dire les robots effectivement participent d'une certaine conscience qui sont rigides bien sûr dans ceux qui les fabriquent, de ceux qui les manipulent. Et, mais voilà, donc ça, je pense que les robots sont intéressants quand même, vraiment intéressants, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une question de Jacques, et puis je poserai aussi une question ensuite, Denis. On va faire une en présentiel et une en distanciel. Jacques, vas-y, on t'écoute. Micro. Oui, j'ai oublié de cliquer. Merci beaucoup, merci Jean-François. Écoute, moi j'ai un commentaire et une question. Mon commentaire, je ne maîtrise pas totalement la technique, donc il sera approximatif. Et ma question, elle sera très triviale en comparaison de tes considérations sur la conscience. Mais ça portera sur la conscience. Donc la remarque porte sur les images que tu nous as montrées, dont j'en ai une sous les yeux. Les autres, c'est la même chose. Je crois qu'il est très difficile de parler sémiotiquement du fond et de la figure, enfin en tout cas parce que ces images sont des artefacts complets, totalement dédiés à des traductions et transcriptions et transductions, la chaîne à laquelle Juan faisait allusion tout à l'heure, et à chaque étape de la chaîne, une sélection drastique des éléments qui sont traités. Donc, c'est la sélection et les traductions qui font qu'il y a des zones qui ne sont pas occupées par des figures et d'autres qui sont occupées par des figures. Ce qui ne veut pas dire que la matière à partir de laquelle ça a été construit, dans la matière dont ça a été extrait, il n'y avait pas quelque chose dans les trous, enfin, dans ce qui apparaît comme des fonds. Cette sélectivité est une construction qui est maîtrisée par des codages. Chaque étape est soumise à des algorithmes. Ces algorithmes sont surtout une occasion de paramétrer. Toutes les étapes sont paramétrées par l'expérimentateur.
et pas par un robot. Alors évidemment, le système d'algorithme, en général, obéit. Sinon, comme ce sont des images scientifiques, personne ne pourrait les considérer en aucune manière comme probantes. Mais par exemple, identifier un contour à un niveau nanométrique, c'est déjà une opération extrêmement sophistiquée, puisque la méthode sans doute dépassée, mais dont j'avais eu connaissance il y a quelque temps, c'est d'avoir une aiguille nanométrique qui, bien sûr, ne peut pas toucher le contour à ce niveau-là, mais qui est maintenue dans une certaine tension électrique avec le contour, et c'est un algorithme qui calcule la bonne distance, en quelque sorte électrique, qui permet de déduire qu'il y a un contour. Mais l'aiguille sélectionne. Enfin, il n'y a pas de système qui permet d'avoir une vision complète de tout le détail de la matière. Donc ce que nous voyons là, c'est ce qui a été sélectionné dès le départ par l'extraction dans l'expérience à un niveau nanométrique et ensuite par toutes les transpositions et transductions faites par les algorithmes. Donc on ne peut pas raisonner exactement comme sur une image qui serait produite d'une autre manière et où il y aurait effectivement un fond et des figures. Ce n'est pas tout à fait la même situation. Il suffirait de faire des sélections différentes pour que ce soit dans ce qui apparaît comme un fond qu'on voit des matières qui seraient isolées. C'est typique dans l'imagerie médicale, hein, parce que si on veut avoir dans l'imagerie médicale une identification précise de l'endroit où il faut observer, où il faut décider, où il faut éventuellement opérer, il faut éliminer tout ce qui n'est pas pertinent. Et ce sont les machines qui le font. Alors ma question, elle, triviale, je dis en regard de l'analyse que tu as fait de la conscience, est la suivante. Est-ce que il ne faut pas qu'il y ait un ancrage déictique pour qu'il y ait une conscience? On n'a pas du tout évoqué cette question. Et est-ce que ça ne serait pas là une différence majeure entre esprit et conscience? La manière dont tu as abordé la conscience élimine d'emblée, enfin en tout cas n'intègre pas cette question de l'ancrage déictique. Voilà. Oui. Bon, alors, pour ce qui est de la fabrication des images, évidemment, ceci dit, ces images sont le résultat de procédures de sélection, etc., de tri, et comme je l'ai indiqué aussi, de traduction, c'est-à-dire que ce sont des traductions du langage en langage optique, un langage tel qu'on puisse, enfin optique humaine, c'est-à-dire qu'on puisse les voir. Bon, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce sont des images scientifiques, c'est aussi des images qui sont vues pour être en quelque sorte montrées, et pas seulement pour donner une information. Donc, il y a un côté spectaculaire un peu, mais je suis d'accord sur toutes les procédures qui font qu'on arrive au fond. Mais ceci dit, on remarque quand même que l'ajustement avec ce qui est recherché comme pertinent est effectivement une sorte d'accommodation, au fond, qui n'est pas absurde de comparer à ce que fait la perception ordinaire. Oui, bien sûr. Cherche. Oui, voilà. Donc, bon. Alors, maintenant, pour ce qui est de la DX6, la DX6, ça suppose qu'il y ait un sujet qui soit qui est un corps en quelque sorte par rapport à ce corps que la DX6 prend sens. Et de ce fait, si on prend l'idée que le corps, c'est ce qui est l'objet de la conscience, est transcendant, si l'ego est transcendant, c'est-à-dire qu'il est transcendant à la conscience. La conscience peut présenter comme une de ses conséquences pratiques, en quelque sorte,
le corps de celui qui... Si tu veux, ce qui fait difficulté et que, au fond, relativement contre-intuitif, c'est que dans cette perspective que j'ai suivie, la conscience est quelque chose de parfaitement anonyme. Elle appartient à personne. Elle n'est pas celle d'une personne et donc elle n'est pas celle d'un corps. Voilà. Alors après, ça suppose ni les problèmes compliqués de la réflexivité, de toutes ces choses-là, ça, j'en ai pas parlé. Mais j'ai voulu simplement souligner l'aspect qu'au fond, c'est un processus opératoire qui organise, cartographie, qui cartographie notre expérience et fait que, au fond, des distinctions. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la distinction entre mon corps et la souffrance. Mon corps, c'est pas la souffrance. Cette souffrance, c'est pas mon corps. Mais dans les expériences de grande souffrance, elles fusionnent en quelque sorte. Et justement, on perd conscience dans ce cas-là. Donc, ce qui montre bien que l'opération de la conscience, c'est justement la division, la séparation. C'est-à-dire c'est un acte qui cartographie notre expérience au sens le plus, c'est ce que dit Bergson aussi, mais au sens alors, je pense que cette conception, encore une fois, elle est un peu, d'une certaine façon, elle est contre-intuitive, mais elle évite tellement d'impasses sur la question de la conscience que d'impasses idéalisantes, disons. C'est ça ce que j'ai essayé de montrer. On a encore deux questions. Quand même, je voudrais dire, moi je m'en suis bien rendu compte que c'était ça que tu faisais. Et pendant que tu le faisais, je me demandais si c'était pas aussi l'esprit que tu décrivais. Et je cherchais ce qui pouvait faire la différence. Donc je me suis dit, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage déictique qui est requis pour l'esprit, il y en a pour la conscience. C'est ça le sens de ma question. Voilà. Mais j'admets tout à fait ta démarche. Hein. Bien sûr. Jean-François, une question très rapide pour poursuivre celle de Jacques, la première, les observations sur les images. Oui, j'ai deux petits commentaires. Alors, la question de la perspective. Tu as dit les fonds de l'univers se rapprochent du style sans perspective de la manière de représenter de l'ancien Égypte. Je trouve que ce n'est pas vrai du tout et que là où il y a une distinction si forte entre figure et fond, et je trouve aussi qu'il y a il s'agirait plutôt d'une perspective inversée, c'est-à-dire plutôt une perspective à la byzantine. C'est-à-dire, et ici, et dans l'autre image que tu nous as montrée, je vous ai montré, il y a toujours quelque chose qui ressort, il y a toujours une ostension, disons, de l'objet vers l'observateur. Et donc, je pense qu'il s'agit plutôt de perspectives inversées, plutôt que de manque de perspectives. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'images scientifiques, mais d'images de vulgarisation. C'est hyper important de distinguer ça parce que je pense que ces images n'ont plus aucune relation, aucune attache avec la véritable exploration. Ce sont vraiment justement des images hyper spectaculaires qui sont faites justement pour apprendre ceux qui ne sont pas dans le métier et qui veulent simplement être surpris, étonnés, etc. Donc ça, ce sont mes deux commentaires sur tes analyses d'images. Je pense aussi que
distinguer les deux sortes d'images par rapport au petit d'un côté tactile et lointain, absent, c'est pas forcément utile parce que je pense que c'est vraiment un problème d'énonciation de l'image, de point de vue, qui n'a rien à faire avec je représente du petit ou je représente du distant, du loin, de l'infini. Mais que c'est toujours que le petit peut être construit énonciativement comme quelque chose de hyper distant, absent, diffusé, distribué, etc. Et le petit peut être vu de très, très, très loin. Donc, c'est plutôt un problème de perspective qu'un problème d'objet, nano versus l'univers. Et j'arrête ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu as des réactions? Oui, pour ce qui est de la perspective inversée, ça, je suis d'accord, je l'avais noté aussi. Maintenant, pour les nanos, pas pour les... Pour critiquer le tactile, je pense quand même que ces images, c'est des images dont je parle, hein. Enfin, je pense que ces images ont quelque chose qui donne envie de toucher ces choses-là maintenant. Je sais pas. Tu connais la personne qui a écrit ce truc sur la petite. Oui. Tu la connais. Oui. Hein, toi aussi. Je ne sais pas qui c'est. Alors, voilà. Et là, Non, non. ah bon, heureusement. Bon, voilà. Pour le reste, je suis d'accord que ce sont des images de vulgarisation, mais ce sont des images de vulgarisation qui, justement, c'est tout l'intérêt, sont des traductions d'images données scientifiques. C'est pas des données, c'est des traductions. Et c'est intéressant de voir que ces images procèdent de traductions qui mettent dans le registre de la vision humaine des choses qui justement sont des données sur un ordinateur. Donc c'est quand même quelque chose qui modifie sensiblement, enfin, le rapport que l'on peut avoir. Maintenant que ça soit... oui, je ne peux pas dire justement que dans ce type d'image, dans le type de lecture qu'elle favorise, qu'elle s'appuie, il y a l'idée que chaque pigment, chaque trace a exactement le même statut, est asserté de la même façon que les autres. Oui. Et donc, ça rapproche ce type d'image d'une écriture, d'une idéographie. Oui. C'est-à-dire tout ce qui est déposé fait partie de la figure, possiblement. Oui. Non pas, éventuellement, comment dire, il n'est pas là pour induire une impression de fond, nécessairement, et fait partie de ce. Voilà, donc un idéogramme, c'est ça. Chaque fois que je touche avec mon pinceau, avec de l'encre, le papier, ça fait partie de ce qu'il y aura. Oui, mais justement, c'est plat. C'est plat. Oui, mais justement, c'est bien, c'est bien la puce. C'est égyptien en ce sens-là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est une peinture qui est très proche de l'idée de l'idéogramme. Oui, c'est ça. Denis, très Et puis, rapidement. toi aussi, Et puis, elles sont hyper rapides, les réponses aussi. Ouais. Donc, j'aurais une question naïve relative à l'ampleur du sujet. Je m'intéresse, en t'écoutant, à la stratégie définitionnelle que tu as adoptée pour identifier le contenu du mot conscience. Et en t'écoutant, il y a une notion linguistique, sémiotique qui m'a traversé, que tu n'as pas employée, c'est la notion d'aspect, d'aspectualité. D'une certaine manière, je me demande si la démarche, mais tu vas me dire si je me trompe ou si je n'ai complètement pas compris, la démarche consiste à aspectualiser la conscience comme un flux, tu as pris l'image de l'onde, de la vague, etc., et au fond à figurer ou à configurer la potentialité d'un développement duratif, itératif, etc., du flux, en marquant un arrêt
sur le moment incoatif, qui est l'amorce d'un dynamisme. Et donc, est-ce que cette... et du coup, cette fragmentation de la notion, une sorte de fragmentation aspectuelle dans la notion, ne t'amène pas à définir globalement le terme à partir de ce moment incoatif lui-même. Est-ce qu'on n'a pas une globalisation à partir d'une réduction? À partir du moment où on parle du nom, il y a forcément un moment où quelque chose d'une force se déploie, enfin, une énergie. Hein. Si j'ai pris l'idée d'onde, c'est parce que l'onde fait des... Et donc, ça découpe. Ça découpe, ça peut se le moment où réfléchir. C'est un peu comme le bateau qui monte. C'était ça, c'est ça l'idée, mais c'est pas... c'est juste une suggestion, c'est pas pour voir, enfin, en quelque sorte, parce qu'on voit bien. Et ça rend bien l'idée de l'aspect anonyme de un peu quelque chose dont on n'a plus. Enfin, voilà. Donc, il y a forcément l'aspect, il y a forcément, etc. Toute la machinerie, oui, bien sûr. Enzo, J'ai une question concernant la perception, parce qu'à un certain moment, vous avez dit que dans la perception, si j'ai bien compris, on cherche une expression. Sinon, On cherche. une expression. Oui, au sens insignifiant. Je me demande pourquoi l'expression, de la perception, et ça aussi vos textes, c'est que la perception met en jeu les pertinences et que du coup, on n'a pas encore, on ne cherche pas forcément une expression, peut-être qu'on parle d'un contenu ou d'un concept, on n'a pas encore les matériaux pour construire une fonction sémiotique. Donc, je demande pourquoi on parle de l'expression et pourquoi cette activité est une théorisation. Voilà, si j'ai bien compris. Pourquoi? Cette activité perceptive correspond à une théorisation, construction d'une théorie. Oui, je réponds à la question de la théorisation, parce que la théorisation, ça commence par une sorte d'abstraction, mais il faut constituer quelque chose comme un objet de pensée, et il faut l'élaborer. Et c'est en ce sens que je pense que la perception, au fond, théorise. Enfin, elle est pas si loin que ça de la théorie. Ça me semble. Alors évidemment, bon. Mais elle théorise, et comme toutes les. Il y a une construction, c'est pas c'est une théorisation, mais une constitution. C'est-à-dire qu'elle elle prend. Encore une fois, pour qu'un paysage puisse donner quelque chose comme une idée, il faut quand même quelque chose de compliqué, qui est cette théorisation et cette construction d'un. Après, c'est toutes les questions, mais je ne vais pas revenir là-dessus, de l'iconicité, etc. Mais voilà, c'est ça, qui fait que c'est pas si loin que ça, finalement, de ce que fait le robot lorsqu'il élabore des données. Et il va un peu plus loin que les données lorsqu'il les traduit et il fait des images. On ne peut pas empêcher les robots d'être un peu artistes, même si c'est de la vulgarisation. Ok, on va réapplaudir Jean-François.